Promis, je ne parlerai pas de statistiques vraiment, mais je vais aborder en tout cas le thème. Je m'appelle Michael Chili, je suis également chirurgien orthopédiste au CHU de Nice et je suis développeur et fondateur d'EasyMedStat. C'est une application qui permet de générer des statistiques automatiquement pour les médecins sans l'aide d'un biostatisticien. Donc pour les médecins et pour les chercheurs, l'efficacité des médicaments, des diagnostics compte énormément. Mais pas que. Nous avons une fâcheuse tendance à essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents. D'ailleurs, les statisticiens nous ont appris que corrélation ne veut pas dire causalité. C'est un adage bien connu. Les critères de Bradford Hill, c'est un épidémiologiste de 1965, sont une référence en recherche médicale. Et un de ces critères, c'est qu'il faut qu'il y ait une plausibilité biologique derrière une corrélation statistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on trouve une corrélation statistique, il faut qu'il y ait un mécanisme biologique sous-jacent qui puisse expliquer cette corrélation. D'accord? Donc je vais vous donner un petit exemple. Est-ce que vous savez que votre espérance de vie est inversement corrélée à la longueur de votre main? Ouais, c'est vrai. Mais regardez pas vos mains, c'est simplement dû à la différence de taille entre les hommes et les femmes. Les hommes ont des plus grandes mains et une espérance de vie plus faible. D'où cette corrélation. Mais les médecins et les décideurs, les médecins et les chercheurs ont des intérêts qui sont parfois différents des assureurs et des décideurs. Pour ces derniers, le plus important, en général, c'est la performance d'un outil, qui soit diagnostique, qui soit thérapeutique. Donc, la FDA, par exemple, l'agence de santé américaine, requiert qu'un nouveau logiciel soit aussi performant que le logiciel de référence, ce qui est normal. Mais elle permet aussi aux développeurs de garder leur secret de fabrication confidentiel. Donc, on peut d'ailleurs imaginer qu'il serait difficile pour ces employés de la FDA ou de la Haute Autorité de Santé d'analyser ces algorithmes qui sont très complexes, qui demandent beaucoup de temps à analyser. Donc, si par exemple, dans un de ces algorithmes, la longueur de la main est utilisée pour prédire l'espérance de vie d'un patient atteint de cancer, nous sommes en droit de le savoir. Nous sommes en droit de le savoir pour deux raisons. La première, c'est pour vérifier la validité scientifique de cet algorithme. Et la deuxième, c'est un peu plus naïve, c'est de se dire, en fait, peut-être que ces nouvelles corrélations, elles cachent des mécanismes biologiques sous-jacents et que ça va nous faire découvrir de nouvelles choses qu'on n'imaginait pas. Donc c'est très important qu'on arrive à ouvrir un petit peu cette boîte noire. Et c'est très difficile, c'est un exercice qui est très difficile d'un point de vue informatique. Pourquoi? Parce que ces réseaux de neurones, comme on les appelle, ils sont très profonds. Ça veut dire qu'entre les données d'entrée, les facteurs qui vont servir de prédicteurs, et le résultat de sortie, l'espérance de vie par exemple, il se passe un grand nombre de calculs intermédiaires. Mais ce n'est pas une vraie boîte noire en fait, c'est possible d'ouvrir un peu cette boîte noire, il y a des méthodes. Il y a par exemple ce qu'on appelle les heatmaps. Les heatmaps, pour vous donner un exemple, Google a développé un algorithme récemment, il a été publié dans Nature, qu'à partir d'un fond d'œil, on peut calculer à près de 10 mm de mercure près la tension artérielle systolique d'un patient. C'est assez impressionnant. Et ils ont montré sur une image de fond d'œil où se trouvaient les images les plus prédictives. Et comme on s'y attendait, ce sont les vaisseaux rétiniens qui ont permis à l'algorithme de prédire la tension artérielle. C'est plutôt rassurant. Si c'était l'analyse du nerf optique qui donnait la tension artérielle, ça ouvrirait plus de questionnements. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais en tout cas, ça ouvrirait des questions. C'est donc à nous, médecins, scientifiques, chercheurs, d'exiger des développeurs qu'ils ouvrent leurs algorithmes, qu'ils nous expliquent comment ils fonctionnent, parce que, in fine, c'est nous qui allons prendre la décision de traitement, en tout cas pour les quelques années à venir. Et donc, c'est nous qui allons prendre la responsabilité vis-à-vis du patient. Donc, essayons de penser à ça, et allons vers l'avant avec l'intelligence artificielle, mais restons prudents et demandons à voir un peu ce qu'il y a dedans. Merci.